Alors l'exercice, on le sait, inédit pour le président de la République, c'est sa première conférence de presse, et pas dans n'importe quel contexte. On vous le rappelle si besoin, post-Gilets jaunes, post-grand débat, avec un plan de communication perturbé par l'incendie de Notre-Dame. Alors, comment va-t-il se plier à l'exercice? On le sait, dans ce genre de rendez-vous, la forme, ça compte aussi. Elle sera observée de près, et je vous demande tout de suite, Marion, qu'attendez-vous? La conférence de presse, est-ce que c'est du pain béni pour Emmanuel Macron, qui, comme on l'a dit, est plutôt bon dans le question-réponse, dans la spontanéité, ou quand même, il joue gros? J'ai envie de vous dire les deux. Parce qu'en effet, c'est un exercice, les questions-réponses, il est habile dans cet exercice. Il a eu un certain entraînement depuis 4 mois avec le grand débat. Et en même temps, les journalistes, il a du mal avec les journalistes. Il ne sait pas exactement comment les prendre. Il y a une sorte de mépris qui s'est installé depuis le début du quinquennat. Il n'a jamais fait de conférence de presse, donc ce n'est pas un exercice avec les journalistes qui lui est familier. Et puis, les journalistes ont un certain nombre de questions à lui poser. Vous avez parlé du grand débat, Gilets jaunes, Notre-Dame, mais il y a aussi l'affaire Benalla, on l'a peu entendu dessus directement. Il y a quelques sujets qui fâchent et qu'il va devoir aborder. Et qui peuvent être un peu éruptifs, donc on va voir comment ça se passe. Et puis c'est pas tout à fait comme dans le grand débat où les maires ou les élus rencontraient, posaient une question, mais il n'y avait pas vraiment de droit de suite. Là, on peut imaginer qu'il y ait quelquefois des journalistes qui sont un peu insistants. Alors tout dépend de la forme de la conférence de presse, on en parlait juste avant d'entrer en plateau. En principe, une conférence de presse, vous avez un journaliste qui pose une question et puis les autres journalistes embrayent pour donner un droit de suite à cette question et faire vivre la question s'il n'y a pas eu de réponse. Ensuite, le président peut choisir de prendre une série de questions, ce qui est plus facile pour lui d'éviter des questions et des relances un peu sensibles. Ouais. Je vous donne la parole, mais juste l'état d'esprit de vos confrères, vous connaissez justement ceux qui suivent, qui sont à l'Élysée, là, qui devaient y être déjà. 320 journalistes accrédités. Et ils ont l'intention de... Oui, c'est vraiment l'occasion qui leur est donnée de... Oui, c'est ça, c'est la première occasion, donc il ne faut pas la rater, et on attend tous des réponses. Donc les questions vont être posées, encore une fois, on va voir comment s'en sort Emmanuel Macron. Alors, Alexis Poulain, il paraît que vous en parliez avant avec Marion, alors qu'est-ce que vous disiez? On disait ça, on disait déjà le temps de la parole, puisqu'il aime bien parler et prendre son temps. Donc, quand va s'arrêter cette conférence de presse? Combien de temps elle va durer? Vous pensez sérieusement qu'il ne va justement pas tomber dans l'écueil de faire un truc interminable? Alors, je pense que là, il va peut-être éviter, parce qu'il y a des questions qui fâchent, évidemment, parce que c'est des journalistes, et c'est pas un public comme ça a été le public casté du grand débat, les maires, enfin, où il y avait peu de questions finalement qui sortait du chapeau. Là, il va avoir affaire, j'espère, à de mordants journalistes qui ont envie d'avoir des réponses. Ça peut aussi tourner à la langue de bois plus. Et l'idée, en fait, c'est de faire de la pédagogie, comme il l'appelle à chaque fois, d'expliquer pourquoi il faut aller plus vite, plus loin dans son programme. Et finalement, on a l'impression que le grand débat n'a jamais eu lieu et qu'on va avoir droit à une série de mesures qui vont être ressusciter du programme En Marche avec quelques petits trucs démagos comme la suppression de l'ENA, enfin les choses qui ont déjà fuité la semaine dernière. Mais le grand débat, c'était le moment où on devait écouter les Français et ça devient le moment où on écoute le président. C'est quand même assez cocasse. Gabriel Cluzel, quels sont vos critères pour juger de cette prestation ? Sur la forme, on est toujours sur la forme. Je ne vous parle pas du fond dont on va parler après. On va voir, effectivement, là, Emmanuel Macron va vraiment montrer de quoi il est capable, parce que jusqu'à présent, le grand débat qui a été un peu conçu comme un séminaire d'entreprise, finalement, avec un côté boîte à idées, et puis comme un professeur dans une école, un côté asymétrique aussi. C'était quand même un peu un village Potemkin, les gens étaient dans leurs petits souliers, c'est normal. Quand on est un jeune, quand on est quelqu'un d'ordinaire, de s'adresser au président de la République. Là, les journalistes, c'est autre chose, donc on va vraiment voir de quoi il est capable. Moi, mon souci, c'est que Emmanuel Macron est précisément trop bon dans la forme. La forme devient sur le fond et pléthorique, enfin énorme, et on en oublie le fond. Je crois que les Français attendent le fond. On sait bien qu'il est bon sur la forme, mais s'il y a trop de langue de bois, si on a l'impression qu'il a lu le guide des 40 astuces pour éviter les pièges à l'oral de l'ENA, eh bien, il ne réussira pas son exercice. Ce qui fait peur, c'est qu'un certain nombre de mesures ont été éventées. Ça a été spoilé, comme on dit. Alors, on peut dire que c'est un point pour lui positif, parce que ça a été un ballon d'essai, mais en même temps, l'effet... On va en reparler du côté, effectivement, l'effet de surprise, il est éventé, un peu fini. Je vous donne la parole, je ne vous oublie pas, Nicolas Bavray. Juste, je voudrais, parce que vous faisiez allusion à ce grand débat et parfois l'exercice un peu convenu, on vous a préparé, Charlotte Darche, qui prépare cette émission avec moi, vous a préparé un petit florilège des quelques points forts de ce grand débat. On le regarde. Des gens qui crèvent, et alors qu'ils travaillent, il y en a marre. Donc là, vous la après, madame, elle parle de problèmes graves,
On n'est pas là pour faire le show en parallèle. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie. Vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent ? Je ne peux pas, de là où je suis seul, dire c'est 0 ou 100 du jour au lendemain. Ce qu'on doit faire, c'est une transition. Moi, je pense que les intellectuels ont cette responsabilité parce qu'ils ont une autorité dans la société qui est académique. Ils savent plus de choses, si je devais parler simplement, et ils ont le plus de livres. Et ce qu'on m'a reproché parfois comme étant de la verticalité, c'était aussi simplement de reconnaître que tout ne se valait pas et que toutes les paroles ne se valent pas à tout moment sur tout sujet. On vient de voir un moment très différent. Nicolas Bavray, quel serait le ton juste, selon vous ? Ouais, je crois que donc il y a eu 3 moments. Il y a cette crise des Gilets jaunes qui est d'ailleurs toujours ouverte et en termes d'ordre public et en termes de mesures ou de pacte économique et social pour en sortir. Ensuite, il y a eu le grand débat qui a quand même été largement biaisé parce que ça a été beaucoup une mise en scène du président de la République. Et puis maintenant, il y a le temps de l'action, qui est quand même le temps de la politique, puisque donc, la première question, c'est, alors qu'il faut être clair, tout le système de décision publique est quand même arrêté depuis 6 mois, à l'exception de la loi d'exception sur Notre-Dame, dont on reparlera peut-être, mais qui me paraît poser plus de problèmes qu'elle n'en règle. Mais donc, tout est à l'arrêt. Donc la première question, c'est est-ce qu'on arrive à remettre le quinquennat en marche, sans mauvais jeu de mots. Et la deuxième question, elle concerne le président lui-même. Le lien avec les Français avait été considérablement altéré. D'une certaine manière, le lien avec les corps intermédiaires n'est que les corps intermédiaires, que ce soit des journalistes ou les élus ou les syndicalistes, les représentants ce qu'on appelle les forces vives, ce sont des courroies de transmission vers l'opinion. Donc, le grand débat a incontestablement permis un début de rattrapage ou de reconstitution. Maintenant, ce qui est clé dans cette conférence de presse, c'est est-ce qu'il arrive à rétablir le lien avec les Français ? Et je pense qu'il ne peut le faire que s'il tient compte d'un certain nombre d'erreurs qu'il a commises et qu'il remet vraiment en question son système de pouvoir. Autrement dit... Les erreurs sur la forme, puisqu'on est encore sur la forme, c'est quoi ? C'est les petites phrases, c'est quoi ? C'est ces petites phrases, vous savez, c'est toujours ce que disait le cardinal de Retz, pour un homme public, il convient moins encore de dire des bêtises que d'en faire. Et je crois qu'il y a les petites phrases, mais je pense qu'il y a plus grave. Il y a ce système de pouvoir qui était complètement autoritaire, centralisé, technocratique, et qui s'est installé un peu hors sol, et surtout, finalement, ce qui est très paradoxal, un mépris absolu pour la politique. Le général de Gaulle, en 1958, on ne peut pas accuser le général de Gaulle d'avoir eu trop d'estime pour les élus, les partis et les hommes de parti. Mais le général de Gaulle, il s'est quand même donné la peine d'organiser un parti gaulliste qui, avec ses qualités et ses défauts, a structuré la vie politique de la France pendant 25 ans. Là, aujourd'hui, le parti du président est énorme. Il est énorme en termes de soi-disant, et il est vide. C'est une autre époque, et sa majorité était... On n'est plus justement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est plus en 68 et que 30 ans après, l'organisation générale d'un parti, de la société n'est pas... C'est décisif. Pourquoi ? Parce que c'est toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron et c'est d'une certaine manière ce qu'il va devoir trancher. Parce qu'il s'est installé comme principal leader pour contrer le populisme, mais il en a une vraie dimension. Parce que si vous voulez, qui est-ce qui refuse les corps intermédiaires ? Qui est-ce qui refuse les partis ? Qui est-ce qui refuse la vie parlementaire pour installer un dialogue direct entre un homme fort et le peuple, et entre un homme fort et ses homologues? Qui est-ce qui refuse de tenir compte de l'état de droit, des institutions c'est précisément les populistes. C'est le danger que vous... Donc, ce qui doit trancher aujourd'hui, fondamentalement, c'est ça. De quel côté est-ce qu'il est pour de bon ? Et ça veut dire que le « en même temps », c'est terminé. C'est la vieille formule de Mendès France, gouverner, c'est choisir, présider, c'est choisir aussi. Et derrière, le style, est-ce que, enfin... il accepte de remettre de la politique dans son système de fonctionnement, d'accepter d'avoir des contradicteurs à l'intérieur et pas seulement à l'extérieur. C'est, à mon avis, ça les 2 éléments clés. Est-ce qu'il accepte ou il en manque de contradicteurs ? On le dit souvent, il est seul. Il les met de côté, en tout cas, dans son propre parti. Et c'est pour ça que si on a atteint les limites du « en même temps », on atteint aussi les limites du nouveau monde. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on nous vantait un nouveau monde où, justement, il y avait des nouvelles pousses, des élus... sans expérience politique. Alors c'est vrai que les Français réclamaient des nouvelles têtes, mais aujourd'hui, justement, Emmanuel Macron manque de gens d'expérience autour de lui, et on l'a vu depuis 4 ou 5 mois, et même avant avec l'affaire Benalla, il manque de contradicteurs, il manque de gens qui lui mettent des limites aussi, qui lui disent « là, on va dans le mur ». Et on le voit en termes de communication, c'est-à-dire que
Ceux qui étaient à l'Élysée sont partis au gouvernement, sont devenus ministres, et donc aujourd'hui, il manque aussi de conseillers en communication à l'Élysée. Donc voilà, on voit qu'il y a une sorte de château de sable qui s'effrite un peu. Il peut très bien reprendre la main, il est assez habile, il est intelligent, mais ce soir, on va en savoir plus justement là-dessus. Je reviens sur une expression, Alexis Poulain, qu'il a utilisée. C'était, je ne sais plus exactement quand, j'ai été scarifiée par ce qui s'est passé. C'est pas très malin, mais ça fait partie de ces petites phrases qui rendent les gens fous. Fou de colère en fait, parce qu'en face de cette petite phrase, il y a les manifestants qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, un pied, qui eux ont vraiment été scarifiés et à vie. Alors, est-ce qu'on peut lui demander à la fois de faire preuve d'empathie, d'être proche des gens, et dès qu'il dit quelque chose, ensuite le lui reprocher? Mais le choix des mots compte. Il est très fort en symbole, Emmanuel Macron. Rappelez-vous sa prise de pouvoir sous la pyramide. Enfin, il a fait plein de clins d'œil et l'hymne à la joie, etc. Donc, il sait très bien jouer avec les symboles. Scarifier, c'est pas anodin. Non, scarifier, c'est pas anodin et c'est extrêmement maladroit. Mais toute sa communication est plus que maladroite, elle est catastrophique. L'affaire Benalla, en 24 heures, c'était plié si la communication avait été correcte. Commencer par se défendre par un mensonge, demander à ce pauvre Bruno Roger-Petit de mentir, il était porte-parole, mais il ne savait pas qu'on lui donnait des éléments de langage qui étaient complètement faux. C'est catastrophique. Et on déroule le fil du mensonge, comme le livre de Villiers, et on découvre quoi? Que derrière, le progressisme, c'est du vide. C'est-à-dire que vous avez en plus... quand M. Émélien a fait le tour des plateaux avec M. Amiel pour vendre son livre, en disant voilà, je suis le cerveau du progressisme, et qu'on découvre en fait que c'est de la novlangue de start-up qui ne veut rien dire, maximiser les opportunités, etc., tous ensemble, c'est une catastrophe. Et pour Emmanuel Macron, c'était censé être son cerveau. Donc la fuite des cerveaux de l'Élysée déjà montre que les cerveaux sont quand même pas très, très construits politiquement, et on voit bien, enfin voilà, Nathalie Loiseau qui a du mal à assumer son passé et qui confond maoïsme et trotskisme. Polémique à la fois. Je donne la parole. Simplement pour dire que ça manque de profondeur, ça manque de réflexion et ça manque de politique, comme vous le disiez. Je donne la parole un petit peu à nos internautes. La conférence de presse est-elle uniquement, vous demandez-t-on de façon un peu provocatrice, un show présidentiel? Eh bien, vous êtes 72% à estimer que oui. Rick, c'est ainsi que se prénomme au sein de notre internaute, ce sera un show si les journalistes sont mauvais. Oui. Ce qui n'est pas faux. Aussi, on dit beaucoup c'est le président, que c'est un gros enjeu pour le président, ouais. Mais ça dépend aussi de la façon dont les journalistes vont... Ça dépend aussi s'ils sont libres de poser les questions, c'est-à-dire que si c'est pas choisi et si on ne prend pas quelques têtes en se disant bon, la question sera gentille. Donc il faut qu'il y ait aussi une vraie liberté des journalistes de faire leur travail. C'est un test aussi pour les journalistes parce qu'il faut quand même bien sûr, remettre les Gilets jaunes, ça a été aussi l'occasion de montrer qu'il y a une profession, j'en fais partie, donc je dois aussi faire preuve d'humilité, mais qui est détestée, c'est celle des journalistes, parce que les gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas là pour tourner le fer dans la plaie, comme le disait Albert Londres, et qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Donc si là, effectivement, comme on a eu les députés Godillot, on a des journalistes Godillot, ça paraîtra excessivement décevant. Évidemment, il y a une façon de verrouiller les conférences de presse, comme vous le disiez. Néanmoins, ce sera aux journalistes qui sont présents ce soir de faire en sorte de montrer qu'on va gratter là où ça fait mal. Parce que sinon, ce sera un véritable échec. Moi, je pense simplement, je reviens aux univers dont vous parliez tout à l'heure, cette façon segmentée du en même temps, qui a été une façon de faire campagne. Et c'est terrible parce qu'on voit qu'elle a été extrêmement efficace pour faire campagne. C'est finalement une technique commerciale. On crée des univers différents, comme dans les magasins. Et qui permet de draguer, si j'ose dire vulgairement, un peu de tous les côtés. Et puis on se rend compte que finalement, dans la vie politique, c'est délétère parce qu'on arrive à cet archipel dont parlait Jérôme Fourquet, et maintenant on veut retrouver un lien qu'on a détruit. Je crois que le symbole le plus frappant, c'était il n'y a pas une culture française, mais des cultures françaises. Ça satisfaisait tout le monde parce que chacun pouvait retrouver la sienne ou celle qui pensait être la sienne pendant la campagne. Et maintenant, on se rend compte que c'est terrible de se retrouver avec aucun socle commun. Est-ce que, Nicolas Barret, est-ce qu'il doit y avoir, on l'a dit, l'effet de surprise, il est un peu maintenant émoussé, est-ce qu'il doit y avoir une ou des annonces spectaculaires? En fait, je ne suis pas certain parce que c'est vrai qu'à travers cette conférence de presse, c'est là encore une très grande ambiguïté, c'est-à-dire soit on rejoue l'homme providentiel, tout le pays s'arrête en attendant que Jupiter tonne et de savoir si ça repart ou pas. En réalité,
Il n'y a aucun pays moderne qui peut fonctionner de cette manière-là. Donc je crois que ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que les annonces soi-disant spectaculaires, c'est soit de la communication, de la démagogie pure, par exemple ce qui a été annoncé sur la suppression de l'ENA, voire de l'école de la magistrature aussi. C'est clair que ces écoles peuvent avoir des défauts, mais c'est certainement pas en les supprimant qu'on va ni faire marcher la justice, ni réformer l'État. Soit des mesures strictement catégorielles, avec un peu pour les retraités, un peu avec pour le monde rural, etc. Et en fait, ce dont on manque absolument cruellement, c'est un projet politique qui permette de remettre les citoyens ensemble et de rétablir aussi l'unité du territoire, de refaire la France, ou en tout cas que les Français se ressentent un peu français. Alors, on a vu exactement le processus sur notre... On en parle tout de suite. Ouais. Non, mais c'est ce qui est arrivé, mais on a eu les deux effets sur Notre-Dame, c'est-à-dire qu'il y a eu un soir où ça a marché, et malheureusement, dès le lendemain, on a été rattrapé par des choses, et ça s'est éparpillé entre les polémiques sur le rôle de l'Église, sur le montant des dons, sur la fiscalité des dons. C'est pas uniquement Emmanuel Macron qui en est responsable. La propension à se quereller très vite... Non, mais je vous donne la comparaison. Donc, si vous voulez, l'important pour lui, c'est d'arriver à être dans le climat qui a été le climat à la fois de recueillement et d'unité des Français le lundi 15 avril au soir devant le spectacle de Notre-Dame. S'il arrive à faire ça, je pense que c'est plus important que d'aller annoncer je ne sais pas trop quoi, avec en plus toujours ce problème en France, c'est que franchement, ça a été le cas sur les annonces de la fin de l'année 2018. C'est comme par ailleurs, ces annonces ne sont pas préparées, ne sont pas évaluées. On a un gouvernement totalement technocratique, mais on n'a pas le bon côté de la technocratie, c'est-à-dire qu'on n'a ni évaluation, ni calcul, vous parlez des 10 milliards, là, les 11 milliards. Dans l'urgence. Donc, oui. Ah oui, mais et donc si vous voulez, sous la gorge. Oui, mais si c'est pour refaire ce genre de choses, on est payé pour savoir que ça n'a aucun sens, puisqu'on a quand même engagé 11 milliards, c'est-à-dire plus d'un demi-point de PIB, pour rien. Alors, on parle justement de ce cap. Effectivement, le 10 décembre, le président de la République avait dit au plus fort de la crise des Gilets jaunes, nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Autant dire qu'il a